in region. Voilà, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui sur la Security Week d'Oracle que nous avons lancé depuis mardi, hein, et aujourd'hui donc le troisième épisode, hein, sur lequel on aura le temps de revenir mais sur longuement ce matin là entre 11 heures et midi. Donc merci pour votre temps, merci pour votre confiance. Et voilà, je suis persuadé que cette session va vous apporter beaucoup d'éclairage. Voilà. Je suis Patrick Lemartret, directeur marketing donc chez Oracle et heureux de vous accompagner, de vous commenter. Voilà les différentes séquences de cette session d'aujourd'hui. Alors, avant de démarrer dans le cœur de sujet, on avait quelques promesses pour vous ce matin. La première, donc, je trouve super intéressante, Oracle University, donc, nous a monté en fait un sous-ensemble de formations complètement gratuites auxquelles donc, vous pouvez accéder pour monter en compétences voilà, sur différents modules qui ont trait bien sûr avec la sécurité, notamment du cloud. Donc l'idée étant d'avoir voilà, un parcours qui vous amène à être un professionnel autour de cette sécurité. Donc voilà, n'hésitez pas à en profiter. Il y a un lien d'activation. Le lien aussi sera partagé sur le chat. Donc voilà, n'hésitez pas à en profiter en scannant ce code. Et puis également, on a une communauté donc sur LinkedIn, donc tout en français, Objectif Cloud Oracle, et voilà sur lequel on partage l'actu, on met les replays des sessions. On vous partage les programmes des sessions à venir. Voilà, très pratique aussi pour rentrer en contact avec nos experts. Donc voilà, les experts que vous allez retrouver aussi aujourd'hui donc sur l'interface que vous avez la Zoom, utilisez sans problème le QR là pour passer vos questions et nos experts y répondront à l'écrit ou à l'oral tout à l'heure sur le petit panel. Voilà. Donc le programme de la Security Week. Mardi, pardon, on était sur une séquence, on va dire, d'ouverture. On était sur les priorités pour la rentrée de septembre 2024. Donc, bien sûr, on a parlé de réglementaire, on a parlé de souveraineté, on a parlé des environnements multi-cloud, comment sécuriser aussi et gérer la souveraineté des environnements d'IA. On a commencé à parler aussi de la database. Donc, ça, c'était mardi. Si vous n'y étiez pas, et c'est disponible en replay. Et puis la session 2, donc hier, on était là focus sur un multi-cloud et différentes architectures d'IA, notamment le paramétrage des landing zones. Aujourd'hui, donc on va être sur cette thématique, donc protection des data, protection de vos bases de données, avec cette accroche. Voilà, on va revenir sur des chemins d'attaque. Vincent Mercier tout à l'heure va nous en parler, ces différents chemins d'attaque et savoir les contrer. Alors, on sait qu'on est de plus en plus à la merci d'attaque. Et puis demain, on terminera notre Oracle Security Week. On reviendra sur le sujet d'actualité, donc l'intelligence artificielle. On va travailler la plateforme, sécuriser la plateforme et souveraineté. Donc session 3 voilà, c'est pour ce matin. Donc on a la chance, vous verrez tout à l'heure, d'accueillir Sergio Raptis, qui est RSSI du groupe Mobilize Financial Services, et qui nous partagera effectivement son expérience. Et puis, comme je disais, voilà, Vincent Mercier et d'autres intervenants reviendront sur le cœur de la protection des bases de données. Donc voilà, un petit self-harbor. Le contenu d'aujourd'hui n'a pas vocation à être un contrat. Et puis, je vais vous présenter maintenant nos différents intervenants. Donc, Vincent Mercier, qu'on ne présente plus, qui est notre spécialiste sécurité autour de la base de données. Donc, on retrouvera Vincent très rapidement. On aura également donc Hakim Loumi. Donc, Hakim nous fait le plaisir d'être là aujourd'hui. Il est product manager à la Corp, à Oracle Corp, et spécialiste de database et notamment de sécurité de database, mais également d'intelligence artificielle. J'en profite pour le remercier de sa présence. On aura Ibrahima Diop qui est là, qui fait partie des équipes système, donc des environnements d'infrastructure, qui nous parlera de gestion de backup et de ransomware. Et puis, comme je l'annonçais tout à l'heure, on retrouvera Sergio Raptis, qui est RSSI Mobilize Financial Services, et Anne Joss. Anne est BDM, Business Development Manager sur la partie sécurité chez Oracle IMIA. Et puis, je vais vous laisser tout de suite avec Stéphane Pigevin, qui est directeur commercial chez Oracle France. Donc, Stéphane,
Tu peux allumer caméra et micro, c'est à toi. Eh bien, c'est fait. Normalement, je suis apparu à l'écran. Merci Patrick. Bonjour à toutes et à tous. Et bienvenue à notre troisième session de la Security Week Oracle que tu viens de présenter, Patrick. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui sur le thème de la sécurité des données dans les bases Oracle. Et nous allons aborder aujourd'hui le sujet sur un angle, enfin, suivant un angle inhabituel, puisque nous prendrons la perspective de l'attaquant. Nous allons ainsi examiner les failles de sécurité couramment exploitées et décrire les contre-mesures efficaces à mettre en œuvre pour les contrer. Alors, ce séminaire s'inscrit dans un contexte où les menaces cyber évoluent à une vitesse exponentielle. Les réglementations comme NIS 2, DORA, le CRA imposent des nouvelles exigences qu'il faut prendre en compte. Et dans le même temps, les volumes de données explosent puisque le business et les besoins de nouveaux services, l'intelligence artificielle entre autres, amènent à avoir de plus en plus de données disponibles dans l'entreprise et exposées pour pouvoir les exploiter. Donc plus que jamais, la donnée reste un asset critique au sein de vos systèmes d'information et il est essentiel de renforcer leur sécurisation. Depuis plus de 50 ans, Oracle développe des solutions pour gérer vos données les plus sensibles. Et les critères essentiels depuis le premier jour, c'est leur protection et leur disponibilité. Alors aujourd'hui, nous allons explorer en profondeur les défis de sécurité auxquels les entreprises sont confrontées et les solutions innovantes qu'Oracle propose pour y faire face. Nous allons adopter une approche pragmatique et concrète et on va commencer par le témoignage de Stergios Raptis, dont tu as parlé, Patrick, RSSI de Mobilize, la nouvelle marque du groupe Renault. Et son expérience et ses insights seront précieux pour comprendre comment les grandes entreprises gèrent ces enjeux de sécurité au quotidien. Donc, Sergios partagera les stratégies mises en place chez Mobilize pour protéger leurs données critiques et également assurer la conformité réglementaire. Ensuite, nous détaillerons les trois principaux chemins d'attaque et aborderons le concept de zéro trust pour contrer les tentatives de contournement des contrôles d'accès et prévenir l'exfiltration de données. Nous parlerons également des solutions de sauvegarde. On revient parfois aux basiques, mais finalement, la parade ultime lorsque vos systèmes ont été infectés, c'est bien de faire appel à des sauvegardes et nous présenterons les solutions matérielles renforcées qui permettent de garantir des sauvegardes sécurisées et disponibles. Enfin, nous vous présenterons les dernières innovations Oracle en matière de sécurité, avec notamment le positionnement de Data Safe, mais aussi les nouvelles sécurisées avec l'intelligence artificielle. Nous mettrons en avant des solutions concrètes et déjà opérationnelles chez de nombreux clients et vous proposerons de participer à des ateliers d'exploration technique dès la rentrée pour qu'on puisse aller plus loin et vous permettre d'avoir pour vous une trajectoire de mise en œuvre efficace et également de valider les solutions qu'on va vous présenter. Alors pour toute question que vous pourriez avoir par la suite, surtout n'hésitez pas à contacter notre équipe. Je crois que vous avez les coordonnées de vos référents qui seront un peu le fil rouge de notre présentation. Voilà, j'en ai fini. Je suis Stéphane Pigevin, senior directeur chez Oracle et je suis impliqué dans le domaine de la sécurité depuis plus de 15 ans. Observateur attentif et curieux, je suis impatient de suivre les débats qui vont débuter et donc, sans plus attendre, je propose d'accueillir Vincent Mercy, notre spécialiste sécurité qui va tout d'abord nous brosser le panorama global. Bonne session à tous et à toi, Vincent. Merci Stéphane pour cette introduction. On va démarrer effectivement sur, on va dire, les premiers sujets pour revenir un petit peu sur l'état global en termes de sécurité, hein. Je considère en fait qu'on a aujourd'hui, hein, dans notre écosystème autour de la cybersécurité, trois éléments importants qui déterminent toutes les activités justement qu'on exerce au sein de ce domaine cybersécurité. La sécurité des données, principalement la confidentialité des données, est aussi importante sur ces trois piliers. Donc le premier pilier, et c'est celui que je vais effectivement détailler sur cette partie de session, c'est l'aspect conformité réglementaire. Aujourd'hui, le paysage réglementaire est extrêmement développé,
sont déjà en vigueur, hein, dans l'ensemble des pays. L'idée étant effectivement d'améliorer le niveau de cybersécurité global de l'ensemble des pays, hein, sur Terre évidemment, et dans différents secteurs d'activité. Donc vous avez des réglementations autour de la protection de la donnée pure, et l'une des réglementations majeures, hein, je fais réellement référence à la réglementation RGPD, hein, qui est déjà effective depuis quelques années, et l'ensemble des réglementations issues effectivement sont issues et sont calquées sur cette réglementation générale de la protection des données. Euh, D'autres réglementations aussi qui sont en vigueur, hein, la directive NIS notamment, donc au niveau européen, qui va évoluer en fait en réglementation, enfin directive NIS 2. Nous attendons toujours effectivement la mise en application en loi locale au niveau de la France notamment, mais d'autres pays ont déjà sauté le pas et ont mis en évidence effectivement les obligations organisationnelles et moyens techniques à mettre en œuvre pour mettre en place des systèmes sécurisés dans le cadre de leur activité au sein d'un secteur, d'un service essentiel qui doivent être fournis par l'État. Autre point aussi, donc la protection sectorielle, donc qui concerne effectivement certains secteurs d'activité, notamment l'activité autour du secteur financier avec la réglementation DORA, qui sera effective en janvier 2025, pour lequel effectivement les établissements financiers doivent mettre en place des systèmes résilients, des systèmes opérationnels résilients autour du service financier, pour assurer effectivement la protection des données de leurs clients et surtout un maintien de service en conditions opérationnelles de toute opération financière concernant leur activité. Deuxième pilier très important, et ça sera un petit peu le fil rouge de ma présentation par la suite, c'est cette notion de zéro trust. Donc on parle de zéro trust architecture, zéro trust security, zéro trust data security. Donc ça sera réellement notre approche. Aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises mettent en place ce type de protection, hein, être au plus proche de la donnée, protéger la donnée là où elle est créée, hein, typiquement au niveau de la base de données. Et je vais pouvoir illustrer notamment cette approche-là au travers effectivement de cas d'usage bien concrets sur les techniques des hackers pour aller compromettre ces données, tout en vous désignant un petit peu quels sont les concepts à mettre en place pour y faire face concrètement. Troisième pilier, c'est la partie ransomware. Donc, il n'existe pas une journée, effectivement, ces dernières années, où de nombreuses sociétés, quel que soit leur domaine d'activité, hein, notamment, doivent faire face à ce type d'attaque. Beaucoup d'entre elles, notamment, ont subi ces attaques-là et ont du mal à redémarrer leur service. Et ça a des conséquences phénoménales sur notamment le service attendu et la réputation concernant effectivement des entités qui se feraient effectivement attaquer par ransomware. Dans ce domaine-là, évidemment, donc les dirigeants et les conseils d'administration doivent mettre en place l'ensemble de ces mesures pour répondre à la fois effectivement à ces obligations réglementaires, mais surtout faire face à des problématiques réelles, c'est-à-dire pouvoir fournir des services pour éviter effectivement desservir certaines activités et passer à un système concurrentiel dans votre paysage concernant votre secteur d'activité. Revenons un petit peu sur l'aspect purement réglementaire et je vais faire un petit focus sur les réglementations plutôt européennes, celles qui nous concernent. Vous voyez en fait qu'aujourd'hui, près de 71% des pays appliquent des lois sur la confidentialité des données. Et elles sont réellement effectives. Donc, au travers le globe, hein, typiquement, c'est la quasi-totalité en fait des pays qui disposent d'une réglementation qui vont protéger les données, des données critiques, des données sensibles liées effectivement à des données de type caractère personnel,
mais des données aussi qui sont liées en fait à des secteurs d'activité tels que effectivement le domaine de la finance, de la santé, d'accord, et également aussi d'autres domaines qui sont essentiels à la survie de notre nation. 9% sont en cours d'élaboration et de mise en application des lois autour de la protection de la donnée. Si on revient un petit peu en arrière, vous voyez en fait un chiffre. Aujourd'hui, on est aux alentours de 4 milliards d'euros, effectivement, d'amendes payées au travers de la réglementation RGPD, des obligations, effectivement. Donc aujourd'hui, on considère que ceux qui ne respectent pas ces réglementations, qui ont des manquements autour de ces réglementations, bah, euh, les régulateurs aujourd'hui n'hésitent pas à appliquer des grosses sanctions. Voilà. Si on revient un petit peu sur NIS 2, donc NIS 2, effectivement, mise en application, je vous le rappelle, au 18 octobre de cette année 2024. Donc beaucoup de sociétés aujourd'hui en fait s'y penchent, savoir si typiquement est-ce que on va rentrer dans ce cadre de réglementaire ou non. Par rapport à Nice 1, donc il va y avoir une évolution effectivement du nombre de secteurs d'activité concernés, également aussi par rapport à la taille de l'entreprise et au chiffre d'affaires généré. Euh, Évidemment, donc on va renforcer la directive Nice 1 au travers de cette nouvelle réglementation et notamment pouvoir gérer, faire la gestion de risque en termes de crise cyber, évidemment, mettre en place, je fais référence à l'article 21, des systèmes qui sont beaucoup plus résilients, notamment la protection des backups, réaliser aussi des gestions de risque beaucoup plus évoluées, également aussi l'obligation effectivement de vérifier le niveau de sécurité de toute la chaîne d'approvisionnement, donc de vos fournisseurs effectivement d'accès Internet ou fournisseurs de services numériques, hein, typiquement. Donc ça reste réellement effectivement dans vos obligations. Donc énormément effectivement d'éléments complémentaires, obligation de reporting aussi, donc c'est quelque chose en cas d'attaque avérée. Donc vous avez la nécessité effectivement de prévenir les régulateurs dans les 24 heures qu'une attaque a bien été exécutée sur votre infrastructure, quel est l'impact et pouvoir générer un rapport au bout de 48 heures. D'accord. Et également aussi un rapport détaillé sur les mesures que vous avez mis en place pour faire face à ces attaques cyber. Donc, et dernier point, effectivement, au même titre que la RGPD, c'est la mise en place aussi d'amendes assez conséquentes en cas de manquement à certaines obligations liées à cette directive. Voilà. Euh, Tout ça pour vous dire que globalement, voilà, le paysage réglementaire est extrêmement aujourd'hui déployé. Donc il y a énormément effectivement de réglementations en vigueur qu'il faut vraiment respecter. Euh, Beaucoup de points euh, importants d'un point de vue organisationnel et moyens techniques à mettre en place pour faire face à ces attaques cyber. Euh, donc, il convient effectivement de s'y pencher. Euh, Beaucoup de secteurs d'activité hein, sont nouveaux dans ce giron, notamment les secteurs du secteur public hein, qui ont certaines obligations. Aujourd'hui, tout le monde est concerné. Voilà pour moi concernant l'introduction sur, on va dire, les grands piliers hein, en termes d'activité cybersécurité. Je vais passer la main à Patrick pour la suite de notre agenda sur notre webcast. Merci beaucoup Vincent. Je vais proposer maintenant à Stergios Raptis et Anne Joss d'allumer leur caméra et leur micro. J'en profite pour remercier Stergios de sa présence, voilà, de son temps de préparation. Et Anne, je te laisse la parole et animer cette séquence. À vous. Merci Patrick. Bonjour à tous. Bonjour Stergios, comment vas-tu? Bonjour Anne, très très bien. Alors, tu es responsable sécurité des systèmes d'information au sein de la direction des systèmes d'information de la banque Mobilize Finance Services, c'est ça? Oui, tout à fait, qui est la banque de Renault.
Exactement, je voulais préciser. Et puis depuis 10 ans, donc tu as quand même de quoi nous parler en longueur de ton rôle. Tu as un rôle assez privilégié d'ailleurs sur le côté de la sécurité. Là, on a vu avec Vincent les trois priorités, donc les réglementations qui continuent à croître, le côté zéro trust et le côté ransomware. Ah, donc, en tant qu'RSSI, pour moi, ce qui est important d'avoir ton témoignage concernant la protection et la sécurisation des données. Quelles sont pour toi tes priorités et les points sur lesquels il faut ben, anticiper, être vigilant et surtout les points sur lesquels tu n'as aucune intransigeance. Alors, avant de parler de protection des données, je pense qu'il est très important de parler de sensibilité des données. D'accord, Et quand on parle de sensibilité des données, c'est identifier le niveau de sensibilité des données qu'on traite tout à fait. pour son organisation. C'est central pour déployer une stratégie de protection. Je reviens sur le point qui a été cité avant. De nombreuses données qui sont gérées par nos organisations sont des données régulées. Donc, c'est-à-dire que les régulations ont un impact fort sur le niveau de protection qu'on va mettre en place. On parle de données de caractère personnel, mais on va parler de données de santé, de données sous secret bancaire. Donc, comme j'ai dit, ce niveau, il est imposé par un régulateur, un pays. Et même si on a la chance dans l'Union européenne d'avoir une certaine cohérence, dès qu'on sort de l'Union européenne, on peut avoir des exigences qui ne sont pas du tout les mêmes et qui sont fortement impactantes. Pour terminer avec la partie sensibilité de données, il ne faut pas faire un focus uniquement sur la confidentialité. Il ne faut pas du tout oublier les points de disponibilité, d'intégrité, de traçabilité sur ces données. Ils sont à prendre en compte dans tout l'arsenal de la sécurité à mettre en place. Alors, pour faire un focus sur la protection des bases de données, moi j'aime bien aborder ça par niveau. Le premier niveau qui est relativement basique, c'est la sécurité physique. Voilà. Qu'est-ce que tu entends par la sécurité physique? Alors, la sécurité physique, c'est que les bases de données sont sur des serveurs de bases de données, et les serveurs de bases de données sont quelque part. Ouais. Donc, l'accès physique à ces serveurs de bases de données euh, doit être strictement géré. Mhm. Et aussi, le lieu qui accueille ces serveurs de base de données doit avoir le niveau de sécurité attendu. On parle de protection contre incendie, climatisation, accès physique. Donc là, on parle de data center, mais il faut faire attention parce que de temps en temps, ces accès peuvent être négligés. Ensuite, je vais plutôt parler de la sécurité réseau ou périmétrique. Les serveurs hébergeant ces bases de données sont des actifs sensibles. Dans un réseau d'entreprise, une des best practices, c'est leur isolation, leur ségrégation par rapport au reste des actifs. Cette ségrégation permet de gérer finement les flux qui sont autorisés pour accéder aux bases de données, mais aussi, en cas d'attaque, de pouvoir les isoler beaucoup plus facilement. Si on parle toujours de sécurité des bases de données et toujours dans le même risque d'accès direct aux fichiers de base de données par un attaquant, le chiffrement des bases de données est un point crucial. En effet, une base de données qui est dérobée, si elle est chiffrée, elle ne peut pas être exploitée. Si elle est non chiffrée, c'est directement une fuite de données. Alors, en Et effet, est-ce que tu penses aussi, par exemple, au niveau réglementation, on parlait des réglementations. tout à fait. Dans les réglementations, le chiffrement est cité comme un moyen de protection des bases de données. Mais pour cela aussi, il faut Comment avoir une gestion, une protection des clés. Voilà, Là merci. aussi, il faut faire très attention parce que chiffrer, c'est bien, mais si vous ne gérez pas correctement les clés de chiffrement, ça ne sert pas à grand-chose. On met les clés sur le paillasson, en fait, c'est ça? Voilà, tout à fait. Euh, Toujours sur la sécurité des bases de données, la gestion des droits est primordiale. Voilà. Alors, quand on parle de gestion de droits, alors, tout le monde a ça en tête, mais il ne faut pas oublier dans cette gestion de droits la revue de ces droits qui doit être régulière. Si on met des droits qu'on oublie toutes les personnes à l'intérieur, ça va être que des personnes qui ont accès et qui ne devraient plus avoir accès ont toujours accès.
En complément justement de cette gestion des droits, on a des personnes qui ont des accès à privilèges qui sont les DBA, des administrateurs bases de données. Bien sûr. Pour leur accès direct, leur accès aux bases de données, une des best practices, c'est de passer par un bastion d'administration, un PAM, voilà, pour assurer une sécurité maximum de ces accès qui sont des accès sensibles. Pour en revenir à la disponibilité, qui est un point très important, les backups sont incontournables. C'est les seuls qui vous permettent, en cas de problème, de récupérer vos données et pas retourner à l'âge de pierre. Donc, quand on parle de backup, on parle de stratégie de backup. Un backup primaire, un backup secondaire, où est-ce qu'ils sont localisés, c'est très très important. On l'a vu lors de problèmes dans des data centers qui ont brûlé. Si le data center brûle et que tous les backups sont le même data center, ça ne fonctionnera pas. Non. Là aussi, une notion importante qui est amenée par la partie cyber, les risques cyber, ce sont les backups hors ligne. Les backups hors ligne, c'est essentiel en cas de cyberattaque et c'est aussi la seule possibilité de récupérer ces données si les backups qui sont en ligne et qui peuvent être la cible de la cyberattaque sont infectés. D'accord. Voilà. Et il ne faut pas bien sûr oublier le chiffrement de ces backups. Ça aussi, ça fait partie de la stratégie des conformités, des réglementations. C'est exactement ça. Les backups sont un des points essentiels. C'est un des points. Là, on parlait de DORA et pour la banque, c'est très important. Ouais. Les backups sont un point essentiel. Voilà. Pour finir avec cette partie d'accès aux données, il faut prendre un point important, c'est qui peut voir les données. Alors, le point d'attention, c'est sur les environnements qui sont hors production. Les environnements qui sont hors production, l'accès aux données peut être beaucoup plus large que les utilisateurs qui sont définis. Il peut y avoir des équipes de développement, voire des équipes de développement externes, qui ne doivent pas avoir accès à des données sensibles. Donc, sur ces environnements un peu particuliers, on peut avoir des jeux de tests non sensibles ou mettre en place de l'anonymisation de données, voilà, qui est très importante. Voilà. Et dans des cas exceptionnels avec des données très sensibles, on peut avoir aussi des solutions de masquage dynamique qui sont plus compliquées à mettre en place, mais si la sensibilité de données le nécessite, pour que justement même les DBA n'aient pas l'accès en lecture à des champs très sensibles. Voilà. Alors, ce que j'ai entendu sécurité physique, Oui. sécurité des réseaux, Oui. sécurité des bases de données avec du chiffrement, protection des clés, oui. la disponibilité, donc une stratégie de backup et anonymisation des données sensibles. Donc pour tout ce qui est dev, etc., donc hors prod, d'accord? Qu'est-ce que tu as mis en place chez Mobilize Finance Services pour faire part à tout ça, en fait? Alors, je vais faire un focus sur nos bases de données on-premise. Donc, dans nos data centers sécurisés, nous avons des clusters Exadata d'Oracle qui hébergent nos bases de données, les bases de données les plus sensibles. Ces clusters sont dans un data center sécurisé, ils sont protégés au niveau réseau, donc ils sont isolés du reste des assets et bien sûr, ils sont backupés. Pour faire un focus au niveau de la sécurité des bases de données. Toutes nos bases de données sont chiffrées avec TDE d'Oracle. Voilà. Transparent Data Encryption. Oui, voilà. Et la gestion des clés de chiffrement, on est en train de travailler sur le déploiement de la solution Key-Vault d'Oracle. D'accord. Ça nous permet d'avoir une amélioration de la protection des clés tout en facilitant leur gestion, chose très importante, par une centralisation des clés. Pour l'accès aux bases de données, point important que j'ai cité, nous avons une gestion de droit classique, mais on a aussi implémenté pour les bases de données les plus sensibles, on a aussi une activité assurance et des données de santé. On utilise Database Vault pour avoir une gestion fine au niveau d'accès à certaines zones spécifiques de ces bases de données. D'accord, donc en fait avec DBVolt, je sais ce que ça fait, mais pour vous, vous l'utilisez pour avoir Pour les bases de données les plus sensibles, on va véritablement travailler finement, pas seulement sur les accès et sur les droits, qu'est-ce qu'on a à faire au niveau des bases de données, mais on va aller regarder spécifiquement sur certaines zones pour protéger plus spécifiquement certaines zones.
Voilà. Là, pour nous, c'est principalement des données de santé sur cette partie-là. Et sur la dernière partie, qui est la traçabilité, on a mis en place AuditVault pour permettre un accès plus précis et facile au niveau des actions sur les données qu'une exploitation standardologue. Ça permet déjà pour les équipes de production, lorsqu'ils ont un problème, d'aller voir un peu ce qui s'est passé. Et en cas d'incident, pour les équipes de sécurité, d'aller regarder au niveau audit de manière plus fine et plus facile. Justement, J'ai fait un focus sur les solutions directement sur les bases de données. On a mis en place, bien sûr, des, de l'anonymisation sur les bases de données hors production. Voilà. Et en effet, les différentes stratégies de backup, comme j'ai mentionné, avec des backups principaux et secondaires sur différents sites et des backups hors ligne. d'accord. Parfait. Merci beaucoup. Pour moi, pour terminer, j'ai encore une question. C'est plutôt quels sont tes challenges en fait sur le côté sécurité? Quel domaine tu vas explorer? Enfin, on parlait de peut-être du chiffrement quantum, du quantique. Est-ce que ça, ce sont des choses que tu regardes en ce moment? Est-ce que, dis-moi un petit peu, je veux pas, sans savoir, sans que tu dévoiles ta stratégie sécurité, parce que je sais que ce sont des points sensibles chez les RSSI, mais si tu peux nous dire un petit peu ce qu'il faut regarder pour regarder vers l'avenir, en fait, sur la sécurité. Oui, alors tu parlais de voir vers l'avenir et l'avenir un peu lointain. Donc oui, tu as parlé du quantique. En effet, on a parlé tout à l'heure de chiffrement, que ce soit de base ou de backup. Et on a un nouveau risque qui arrive avec les ordinateurs quantiques qui vont avec leur capacité de casser les chiffrements, amener un nouveau risque. Donc ce risque, il faut le prendre en compte. Il faut le prendre en compte en amont parce qu'il peut être très important, c'est-à-dire qu'il peut casser un peu toute la sécurité qu'on a mis en place. Donc on travaille déjà très très en amont sur l'arrivée de la cryptographie post-quantique. Alors quand on travaille, le premier point, c'est identifier les secrets qui seront les premiers et les plus impactés sur ce risque. D'accord? Puisque la cryptographie, il y en a partout, mais il faut déjà identifier les premiers secrets qui pourront être impactés. Voilà. Une fois qu'on les a identifiés, on va voir les solutions disponibles. Donc les solutions chez les éditeurs ou les solutions process qu'on va avoir à mettre en place. C'est un travail qui est quand même très en amont, mais comme ces changements seront très lourds, ça justifie qu'on s'y intéresse dès maintenant. Voilà. Donc en effet, c'est un point important. C'est un point sur lequel on a déjà commencé à travailler comme beaucoup d'entreprises. On y va step by step, mais c'est important de le démarrer dès maintenant. Voilà. Parfait. Je vois beaucoup de questions dans le chat. Je vois pas le chat. Ah si, pardon. Euh, mais je pense que je ne sais pas si Patrick, tu peux revenir 2 petites secondes et tu veux qu'on gère quelques questions ou ça va être géré après ou... Et on va les gérer à la fin. Je propose que Vincent enchaîne. Ok, je voulais remercier Stergios, vraiment super, Super intéressant. super gentil d'être venu, de donner ton point de vue sur la sécurité et sur la sécurité des bases de données, bien sûr, et sur Oracle. Eh bien, écoutez, écoute, Merci de m'avoir invité. Merci. Au merci. revoir. À Et à toi, toi. normalement, c'est à Vincent. Ouais, à toi, Vincent. À toi, Vincent. Oui, merci Stergios pour ce témoignage. Justement, donc, ce sont tous les sujets en fait que je souhaitais aborder dans le cadre pour répondre effectivement à la problématique de notre webcast aujourd'hui. Donc, quels sont les trois chemins d'attaque sur une base de données? Donc, je vais les illustrer au travers d'exemples d'attaques concrètes qui peuvent arriver sur votre application, hein, parce qu'évidemment, la base de données va héberger une application. On va voir l'ensemble de ces chemins d'attaque. Donc, pour répondre concrètement en fait à notre sujet du jour, donc les trois chemins d'attaque possibles, c'est premier chemin d'attaque, c'est loin de la cible. Donc, l'idée, c'est d'aller exploiter en fait les failles de l'application, que ce soit au travers d'un compte utilisateur applicatif, notamment une application qui est ouverte sur Internet, par exemple,
et savoir et vérifier en fait quelles sont les failles et comment les exploiter. On va le voir dans un schéma applicatif. Deuxième chemin d'attaque, ça va être effectivement exfiltrer les données euh, au travers de l'infrastructure. On sait que de plus en plus d'attaquants arrivent effectivement à pénétrer vos réseaux, donc la sécurité périmétrique est importante évidemment, mais aujourd'hui il ne suffit plus à empêcher les hackers d'exfiltrer des données de l'organisation en passant par différentes couches de l'infrastructure. On va voir comment on pourra y faire face. Et dernier chemin d'attaque, ça va être, on considère que le hacker cette fois-ci, on va dire, a trouvé le chemin d'attaque pour pénétrer la base de données. Donc, comment mettre en place en fait des solutions efficaces aussi pour éviter l'exfiltration de données une fois que l'attaquant a pu utiliser un compte de service ou un compte Oracle, hein, typiquement, euh, et s'est rendu, a pu s'authentifier au niveau de la base de données. Donc voilà. Maintenant, rentrons un petit peu plus dans les détails. Donc, loin de la cible, vous avez une architecture assez classique, hein, multi-tiers, une application web qui est diffusée sur Internet ou diffusée uniquement en interne. Évidemment, les bonnes pratiques, on n'a pas parlé, mais c'est de mettre en place effectivement une authentification multifacteur, hein, pour protéger l'utilisateur final qui doit s'authentifier au travers de plusieurs facteurs. Voilà, un OTP, donc un code généré par un RSA par exemple, pour être certain qu'il s'agit de la personne physique qui va se connecter sur l'application. Euh, Vous avez un serveur d'application de type HR, par exemple, ça peut être voilà, un système, une application financière, qui va ensuite interroger les données dans la base de données, soit une interrogation, une inscription d'informations ou une mise à jour. D'accord? Donc, schéma assez classique. Donc, loin de la cible, qu'est-ce qu'on va avoir comme type d'attaque? Bah, c'est typiquement voilà, l'abus de privilège, usurpation d'identité. Donc ça, c'est réellement le fléau aujourd'hui, hein. C'est l'une des premières mesures d'attaque effectivement cyber qui vont cibler en fait des applications qui hébergent des données sensibles. Voilà, se mettre à la place d'un utilisateur métier qui a un accès étendu par l'application, effectivement, un accès étendu à la donnée sensible. Donc la mesure à mettre en place, donc Sergius en a parlé un petit peu, effectivement, donc il y a quelques challenges, mais c'est mettre en place en fait ce qu'on appelle un système d'anonymisation dynamique, c'est-à-dire au-delà des contrôles d'accès de l'application, hein, qui sont gérés par l'application en elle-même, on va mettre en place un système complémentaire qui va empêcher euh, l'utilisateur final d'afficher des données sensibles telles que par exemple les numéros de carte bleue, même s'il est dans le cadre de l'application, hein, des rôles et des privilèges qui sont définis dans l'application, va renforcer ces mesures-là de manière à éviter l'exposition de ces données au travers de l'interface web. Donc on peut le mettre en place, ce type de protection, au travers de l'option qu'on appelle Oracle Data Redaction. Deuxième possibilité pour extraire les informations au travers de l'application, bah, c'est que les hackers vont exploiter les failles de l'application, d'accord? Et notamment au niveau du serveur d'application. L'attaque la plus courante, c'est réellement exploiter en fait les formulaires, hein, voilà, de recherche, hein, dans les pages applicatives et usurper, on va dire, le fonctionnement de l'application pour surcharger, donc envoyer une requête qui n'est pas issue de l'application, de manière à récupérer des informations beaucoup plus importantes en termes de quantité évidemment et surtout de qualité des données sensibles qui seraient éventuellement en fait restituées au travers de l'interface web. Donc la contre-mesure effectivement à mettre en place et le système de défense pour la mise en place effectivement d'attaques de type injection SQL, c'est de mettre en place voilà, une solution de type database firewall. Donc un firewall spécialisé pour aller justement contrer ces types d'attaques-là et empêcher que la requête SQL puisse atteindre la base de données et afficher des informations ultra sensibles dans l'application. Donc voilà. Ensuite, on va se rapprocher de plus en plus de la cible, c'est-à-dire qu'on considère qu'aujourd'hui, les hackers externes, hein, ou internes aussi, hein, donc les insiders, aujourd'hui sont dans le réseau. Donc Sergio a parlé effectivement de segmentation des réseaux et c'est quelque chose de très important évidemment. Mais malgré tout, vous avez effectivement, s'il y a usurpation de comptes administrateurs, réseaux ou autres qui ont un accès effectivement à ces réseaux, bah, il convient aussi de mettre en place on va dire des protections pour éviter effectivement, notamment le sniffing réseau. Donc c'est quelque chose d'important. Mais à partir du moment où il y a accès, bah, on considère que
également en fait tous les protocoles de communication entre vos serveurs d'application ou vos applications de type SQL développeur qui ont un accès direct à la base peuvent être exfiltrés par sniffing réseau. Donc, analyse des paquets TCP/IP, décodage, et on peut potentiellement récupérer des informations sensibles. Le système de défense, c'est tout simplement mettre en place le chiffrement basique intégré, qu'on appelle Native Network Encryption, au niveau de votre base de données Oracle, pour s'assurer que toutes les informations échangées au travers du protocole réseau est protégées. Et vous pouvez également aussi mettre en place un chiffrement de type TLS, complément du chiffrement natif de la partie réseau. Concernant effectivement les fichiers de la base, donc là on se rapproche de plus en plus du serveur de base de données. Il y a l'aspect effectivement stockage de la donnée. Elle est très importante, donc Stergios en a parlé effectivement. C'est comment je vais protéger en fait ces fichiers qui sont stockés soit sur le serveur, directement des disques de serveur, ou sur des disques de baie de stockage. Donc malgré tout, si votre baie de stockage est chiffrée, vous avez un risque. Tous les comptes routes, d'accord, qui ont un accès à la machine, les comptes d'administrateurs de stockage ont accès à ces fichiers-là. Et notamment aussi la partie backup, Sergio en a parlé aussi, c'est quelque chose d'important à protéger au niveau de vos assets Oracle concernant votre infrastructure. Donc la solution à mettre en place, évidemment, c'est le chiffrement natif de la base, c'est-à-dire lorsque un bloc de données sera inscrit dans la base, ce bloc-là sera transféré sur le disque de manière chiffrée. Donc, ce qui fait que du coup, vous allez réellement vous protéger contre tout accès direct en fait à ces fichiers sans passer par la phase authentification de la base de données. Et comme l'a rappelé Stergios aussi, c'est chose importante, on ne stocke jamais effectivement la donnée au plus proche des clés de chiffrement, qui convient effectivement de séparer en fait ces tiers-là, et notamment la partie protection des clés de chiffrement dans un coffre-fort spécialisé qu'on appelle KMS, Key Management System, qui va permettre justement de mettre en place cette séparation de droits et limiter les risques et augmenter fortement effectivement le niveau de sécurité sur vos données qui sont chiffrées par le système natif de base de données Oracle. Oracle Key Vault pour la gestion de clés et Oracle TDE, Transparent Data Encryption, pour bénéficier du chiffrement natif. Autre point, donc sur la partie infrastructure, Sergio en a parlé aussi, c'est protéger en fait vos copies de bases de données, donc vos environnements de développement, formation, qualification ou autre, donc tout ce qui est voilà, copie de données de production, éviter cette prolifération et mettre en place une solution de type anonymisation, cette fois-ci statique. Ce qui fait qu'on va changer, on va modifier la donnée à partir de données existantes et créer des vraies fausses données pour être certain que ces données ne soient pas exploitables par des tiers, par des pirates qui ont quelquefois vraiment un accès étendu à ces données-là, puisque généralement les environnements de production sont beaucoup moins protégés que celles de production. Mais on considère qu'il s'agit des bases de production, puisqu'il s'agit de simples copies. Donc attention à ça. Donc une fois que les hackers en fait arrivent dans la base de données, donc premier type d'attaque, c'est finalement faire un abus de privilège, au même titre que la partie applicative, mais cette fois-ci un vol d'un compte d'accès. Donc typiquement, ça va être le vol du compte de service, donc du compte Oracle qui est défini dans les serveurs d'application pour aller interroger la donnée. Donc c'est souvent ce rôle-là, ce compte Oracle-là qui a les rôles assez étendus sur la base de données. Donc il convient de protéger et de verrouiller par, on va dire, une solution efficace telle que Database Vault, mettre en place un système, un chemin de confiance, s'assurer que ce compte de service ne peut pas être utilisé dans un autre contexte, au travers d'un autre outil, au travers d'un autre serveur, ou également au travers d'un autre programme autre que celui du serveur d'application, tout simplement. Donc on va pouvoir bloquer ce chemin d'accès, puisque le hacker n'aura aucun accès possible aux données sécurisées. Autre point aussi, c'est l'abus de pouvoir. Donc on en a parlé aussi. Je suis DBA au niveau de ma base de données. Je dispose aussi d'un compte applicatif, un compte de service Oracle qui a un accès étendu en fait, voilà, typiquement aux données de carte de crédit. Je vais mettre en place un système effectivement de protection avancé pour complémenter un petit peu, voilà, les rôles et les privilèges qui sont intégrés dans la base. Je vais rajouter une zone de contrôle sur mes données sensibles pour s'assurer que même les utilisateurs à haut privilège, tels que le DBA par exemple,
ou les comptes de service ne peuvent pas accéder à ces données-là au travers en fait d'un, on va dire, d'un ensemble de paramètres, on va dire des paramètres multifacteurs, on va dire, qui vont autoriser l'accès à cette donnée. Donc seule la ferme de serveur d'application typiquement aura accès à ces données sensibles. Et enfin, dernier sujet, c'est réellement en fait l'escalade des privilèges. Donc les hackers, généralement, une fois qu'ils se connectent à la base de données, vont créer des comptes spécifiques, donc faire l'escalade de privilèges, créer un rôle DBA complémentaire, attribuer ce rôle-là, et travailler sur ce compte qui n'est pas identifié comme super admin, puisque en fait il n'existe pas dans la base. Donc là, l'idée, même chose, c'est utiliser une solution pour superviser en fait toute activité de création de rôle ou de droits, de privilèges, les superviser, les bloquer au travers de Database Vault et les superviser de manière centralisée, créer des alarmes sur ce type d'activité grâce à la solution Audit Vault qui va permettre justement d'avoir cette visibilité 360 sur toutes ces activités qui peuvent être compromises. Et évidemment, concernant le suivi d'activité cyber sur votre base de données, détecter, alerter, auditer l'ensemble de l'activité, notamment des utilisateurs à privilège, tels que les comptes de service, les DBA, pour s'assurer que il n'y a pas d'activité anormale ou un abus de privilège concernant notamment en ciblant plus précisément vos données sensibles. Donc pour finir, 4 grands piliers, on n'en a pas parlé, mais c'est également aussi la partie évaluation de votre posture de sécurité, sur la partie configuration de votre base, forcément, donc respecter les standards, CIS, bonnes pratiques de sécurité Oracle. Vous avez des outils, Stéphane en a parlé en début de session, DataSafe, typiquement, qui va permettre de réaliser des opérations d'assessment. Vous avez aussi Audit Vault, Database Firewall, qui aujourd'hui intègre justement les modules de security assessment de manière centralisée sur vos bases de données on-premise. Évidemment, bonne pratique, appliquer les patchs de sécurité avec Database Lifecycle Management. Typiquement, ce sont des solutions qui vont vous aider à mettre en place le minimum effectivement concernant la sécurité de votre base de données. Deuxième pilier, le contrôle d'accès aux données sensibles. Donc on en a parlé. Mettez en place une authentification forte. Mettez en place Database Vault pour mettre en place les chemins d'accès privilégiés à vos données sensibles, puis d'autres solutions qui sont aussi embarquées dans la base Oracle, qui sont aussi libres d'usage en fonction de votre niveau de base de données. Donc n'hésitez pas à mettre en place ce genre de mesures. Troisième point, superviser et auditer l'activité avec l'Unified Audit, donc l'audit unifié, les centraliser au travers d'un système spécialisé, Audit Vault, qui va embarquer la partie Database Firewall. Et enfin, dernier pilier, je m'arrêterai là, c'est rendre inintelligibles les données volées. Donc là, mettre en place le chiffrement natif, TDE évidemment, séparer le chiffrement, effectivement des clés de chiffrement avec KeyVault, anonymiser vos données d'environnement de non-production, et on n'en a pas parlé, mais protéger vos backups, donc Sergio en a parlé brillamment, au travers de Recovery Appliance. Ce qui me laisse l'occasion effectivement de vous présenter Ibrahima, qui est spécialiste sur les systèmes Oracle et qui va vous présenter plus précisément la partie backup, protection des backups. Merci beaucoup, Vincent. Alors là, on va parler de la sécurisation des sauvegardes des bases de données avec la solution Oracle Recovery Appliance. Vincent en a parlé. Comme vous le savez aujourd'hui, en fait, les attaques par ransomware ont beaucoup augmenté ces dernières années. Notamment, il y a des études qui ont été menées et dans la plupart de ces études, les entreprises qui sont interrogées disent qu'ils sont soit victimes d'une attaque par ransomware ou ils ont déjà subi des attaques par ransomware. Les conséquences de ces attaques peuvent souvent être très désastreuses pour l'image de marque de ces entreprises, mais aussi pour le service qui est attendu. Un aspect qui est aussi super important dans le cadre de ces attaques par ransomware, c'est que la plupart du temps, l'objectif des hackers, c'est pas uniquement de saboter, mais c'est plutôt de faire en sorte qu'une fois que l'attaque passe, que le client ou l'entreprise qui a été attaquée ne puisse pas restaurer ses bases de données. Donc, des études ont été menées dans ce sens et les études ont montré qu'aujourd'hui, 89% des attaques par ransomware aboutissent si les backups sont compromis, si les sauvegardes sont compromises, et 52% de ces attaques aboutissent si
les chances plutôt que ça aboutisse si les backups ne sont pas compromis. Donc, on va voir rapidement c'est quoi le procédé qui est utilisé par les hackers pour compromettre les bases de données, mais aussi les sauvegardes. Donc, globalement, comment ça se passe, c'est qu'au début, depuis son poste, l'attaquant essaie d'avoir le maximum d'informations possibles sur la cible. Ça peut être via les réseaux sociaux, il va aller chercher le maximum d'informations possibles, des adresses email, peu importe. Une fois qu'il a ces informations, souvent, les vecteurs d'attaque qui sont utilisés, voilà, c'est souvent le phishing qui est utilisé en fait. Donc, c'est des emails frauduleux qui sont envoyés et si par inadvertance, on clique sur ces emails, le plus souvent, ça installe en fait des payloads au niveau des systèmes cibles. D'accord? Une fois que ces payloads sont exécutés, le plus souvent, au début, on ne les remarque pas. Et en arrière-plan, ce que ça fait, c'est que ça essaie de maximiser ou d'aller récupérer le maximum d'informations possibles. Ça peut être des comptes de service, ça peut être des noms d'utilisateurs, des mots de passe, mais ça ne se limite pas là en fait. Ça va aussi essayer de voir quels sont les systèmes qui sont connectés au système cible. Ça peut être des solutions de sauvegarde. Si supposons que vous avez des solutions de sauvegarde avec des montages NFS, ça peut aller regarder s'il y a des montages NFS ou s'il y a des montages SMB en fait. Une fois que toutes ces informations-là sont récupérées, le plus souvent, ça va s'étendre sur le réseau. Donc, notamment si c'est une ferme de base de données ou une ferme de serveurs qui héberge des bases de données qui sont ciblées. Donc, ça va se répandre sur le réseau et essayer de contaminer le maximum de serveurs possible. Mais ça ne va pas se limiter là. Donc, ça va aussi essayer d'attaquer les systèmes de backup qui sont mis en place. Donc, si les politiques de sécurité ne sont pas correctement appliquées sur ces systèmes qui gèrent les sauvegardes, ça compromet aussi les solutions de sauvegarde. Et comme conséquence, le plus souvent, les hackers demandent voilà, des rançons. Donc, ça demande qu'on paye soit par Bitcoin ou des choses comme ça. Et quand on arrive à ces situations, souvent, la première question qu'on se demande, c'est est-ce qu'on est en mesure de restaurer nos bases de données? C'est pour maintenant accompagner nos clients dans la sécurisation et sauvegarde de leurs bases de données que Oracle a mis en place la solution Recovery Appliance. En gros, l'objectif de cette solution, c'est de faire en sorte de réduire au maximum possible la surface d'attaque. Notamment, ça va rendre invisible la solution Recovery Appliance vis-à-vis du réseau. Donc, pour les solutions tierces, le plus souvent, c'est des montages qui sont effectués et les payloads qui sont utilisés par les hackers sont capables aujourd'hui d'aller faire des analyses sur le réseau pour détecter des montages NFS ou SMB. Sur Recovery Appliance, il n'y a pas de montage qui est effectué, c'est plutôt des API qui sont directement utilisées, ce qui permet de rendre invisible la solution de backup qui est utilisée vis-à-vis des payloads qui sont utilisés par les hackers. En plus de ça aussi, on peut mettre en place plein de mécanismes qui permettent de séparer les responsabilités entre les personnes qui gèrent les bases de données et les personnes qui gèrent les solutions de sauvegarde. Ce qui permet, si jamais, si jamais les solutions, les politiques plutôt en termes de sécurité ne sont pas bien mises en place et que un hacker parvient à compromettre vos bases de données, le fait qu'il y a une séparation stricte entre les deux, c'est-à-dire la partie base de données et les backups, ça permet de protéger ces backups et de pouvoir restaurer à temps. Pour pousser plus loin, pour les clients qui ont des contraintes beaucoup plus poussées, vous pouvez même faire des backups airbag, donc complètement déconnectés de votre réseau, ce qui presque pas de chance aux hackers de pouvoir accéder à vos systèmes. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Hakim Lumi, qui est Product Manager, qui va nous parler de la version 23 AI. Okay. Merci Brahima. Bonjour tout le monde, je suis Hakim Loumi. Donc, comme vous a expliqué Vincent tout à l'heure, vous avez compris un petit peu maintenant comment les hackers procèdent, quels sont les protocoles. Pour durcir justement tous ces protocoles d'attaque, nous avons changé certaines choses au niveau de la base de données et nous avons désormais de nouveaux modules dans la dernière version, donc la 23 AI. Pour les personnes qui souhaiteraient l'installer, sachez que nous parlons à chaque fois de long-term release, c'est-à-dire la 19C était la long-term release, désormais ce sera la 23AI qui le sera. Donc celle-ci, vous pouvez l'installer et vous installer dans le temps. Vous aurez à chaque fois régulièrement de nouveaux patchs et de nouvelles mises à jour. Concernant les modules de sécurité, le principal axe sur lequel on a vraiment voulu insister, c'était essentiellement d'avoir toujours de la sécurité qui soit active.
Donc on a embarqué énormément de choses à l'intérieur du moteur de la base de données et on a durci et renforcé des modules qui étaient déjà présents. Le premier que je vous présente s'appelle SQL Firewall, donc c'est exactement la même chose que DB Firewall, mais DB Firewall était extérieur à la base. SQL Firewall est désormais hard-codé dans le moteur de la base de données. Donc il fait exactement la même chose. Vous allez donc pouvoir filtrer les requêtes qui rentrent dans la base de données, vous allez pouvoir les monitorer, vous allez pouvoir les stopper. À chaque fois, de toute façon, les informations sont stockées dans une table qui s'appelle Violation Log. C'est une table qui vous permet justement de voir en temps réel les requêtes qui auraient été justement mises de côté ou qui auraient été bloquées. Donc on est vraiment sur du firewall, mais dédié à de la requête SQL venant d'une base Oracle. Ensuite, vous avez d'autres modules qui ont été ajoutés et qui vont plutôt renforcer l'accès aux données ou alors la gestion des données. Le premier que vous pouvez garder à l'esprit s'agit donc de pouvoir désormais figer les choses au niveau du schéma. Avant, nous étions obligés de rentrer dans certaines tables, voire au niveau des colonnes. Désormais, on peut décider d'interdire certaines choses au niveau du schéma. C'est beaucoup plus simple. Vous voyez à l'écran les diverses commandes que nous étions obligés d'exécuter auparavant. Et en bas de l'écran, désormais, une simple commande vous permettra de verrouiller un schéma dans sa globalité. Même chose au niveau des utilisateurs. Ces utilisateurs ont des accès évidemment en lecture-écriture et il était assez difficile par le passé de les restreindre à une simple lecture seule. Aujourd'hui, vous avez désormais la commande alter user, le nom de l'utilisateur read only, et vous basculez automatiquement cet utilisateur en mode lecture seule. Donc, beaucoup de use cases sont évidents, nous viennent tout de suite à l'esprit, des personnes qui auraient un accès à la base de données juste pour éditer des rapports, mais qui n'auraient aucune vocation à modifier les données. Eh bien, vous voyez, donc l'exemple que je vous prends, on fait un simple select sur l'utilisateur, on voit désormais qu'il est bien paramétré en read-only, et si je cherche à faire un insert, pour faire un delete, un truncat, ce que vous voulez, à partir de cet utilisateur, j'aurai un message d'erreur qui me dit cet utilisateur n'est paramétré qu'en lecture seule. Au niveau des développeurs, même chose. Avant, il fallait faire des rôles spécifiques, il fallait gérer soi-même les différents privilèges que les développeurs devaient avoir ou pouvaient avoir sur une base de données. Désormais, vous avez un nouveau rôle qui apparaît, DB Developer Role. Vous l'affectez directement à un développeur et vous avez automatiquement tout ce qu'un développeur est censé posséder et ne pas posséder. Donc, il ne pourra pas faire des choses dont il n'est pas habilité à faire. Vous avez aussi un autre aspect qui est l'auditing. Donc désormais, l'unified auditing, le fait de tout stocker dans une seule table, est désormais la règle dans les bases Oracle. On va un peu plus loin encore à ce niveau-là, où vous avez la possibilité d'auditer des actions spécifiques sur des colonnes. Donc vous voyez la simple commande, hein, create audit policy, avec l'action que vous voulez faire. Dans cet exemple, j'ai pris update, mais on pourrait bien sûr aller sur du select, du delete et autres, en spécifiant la colonne, et vous voyez donc les effets que ça pourrait avoir. Très vite, puisque j'y reviendrai demain lors de la session consacrée à la sécurisation de l'IA, je vais aller directement sur le dernier slide qui reprend, hop là, je vais aller trop vite, qui reprend justement l'ensemble. Si vous allez dans la partie basse, sachez que désormais le chiffrement du réseau, de la communication en transit entre le client et la base de données se fait via TLS 1.3, donc qui améliore le 1.2 et on abandonne le support du 1.0 et 1.1. Désormais, vous avez par défaut un AES 256, donc les personnes qui utiliseraient TDE seront sur de l'AES 256, et nous avons un nouveau mode qui est placé, le XTS, qui remplace le CBC, donc c'est un petit peu compliqué, mais sachez qu'on durcit la confidentialité des blocs, on va chiffrer au niveau du bloc. Enfin, la dernière chose, sur la droite, en bas à droite, les mots de passe sont désormais beaucoup plus longs, jusqu'à 1024 bits. Donc vraiment, vous pouvez faire des passe-phrases plutôt que des mots de passe. Et enfin, vous avez avec Kerberos et les Radius la possibilité désormais de faire du MFA, donc de la connexion à multifacteur, ou alors d'utiliser désormais des données, enfin des éléments beaucoup plus durs que le simple couple mot de passe, logging mot de passe. Voilà.
Je laisse la parole à Patrick. Patrick, c'est toi désormais. Merci, C'est la main. merci beaucoup Hakim, merci à vous tous là pour vos présentations. Voilà, il est déjà midi. Voilà, je propose quand même, voilà, on a quand même 1 ou 2 minutes. Je propose de prendre quelques questions et je voulais vous remercier pour toutes les questions. Et c'est pas le cas d'habitude, mais on a aussi beaucoup de recommandations des gens qui suivent le webinaire. Donc merci. On ne pourra pas tout traiter. Et je vais demander à nos experts de rester connectés, de les traiter à l'écrit. Donc, juste, bah, ça sort du four là pour toi, Hakim. Alors, tout le monde a compris que SQL Firewall, ça remplace DB Firewall, c'est ça? Alors non, non, ça ne remplace pas DB Firewall, Ah, on l'intègre à l'intérieur du moteur de la base Oracle, mais DB Firewall reste toujours, bien entendu, d'actualité, puisque vous allez pouvoir gérer d'autres bases que les bases Oracle avec DB Firewall. Donc ça n'est pas du tout, on n'abandonne pas du tout DB Firewall. Au contraire, on va durcir encore un peu plus Oracle, mais on va aussi améliorer DB Firewall sur les autres types de bases. d'accord, super. Merci, Hakim. Je vais vite. Je prends une question qui amène a priori une réponse très rapide. Quel est le débit de restauration d'une base de données sur Recovery Appliance? Alors, sur les dernières versions, on peut aller jusqu'à 60 terabits par heure. Débit de Ok, restauration. super. Ibrahima, je vais te choisir pour répondre aux questions parce que tu es vraiment super efficace. Euh, il y avait une question aussi que je trouvais intéressante. En quoi le contrôle d'accès Oracle est plus efficace qu'une solution de bastion type CyberArk ou autre? Alors, bah, au même titre que SQL Firewall, hein, typiquement, donc Database Vault en fait est intégré au moteur de base de données, donc vous serez dans l'incapacité d'aller contourner en fait euh, la méthodologie d'accès au travers d'un bastion. Euh, si vous êtes copain avec un administrateur réseau, même s'il ouvre un flux spécialisé vers la base de données, il sera dans l'incapacité de le faire puisque peut mettre en place des dimensions très détaillées, telles que les adresses IP, les programmes et puis plein de dimensions pour verrouiller l'utilisation d'un compte, l'accès à des données sensibles. Alors, on peut complémenter en fait et durcir en fait l'accès au travers d'un bastion, s'assurer que voilà aucun contrôle d'accès enfin complémentaire peut être exécuté par euh, on va dire une faille qu'on pourrait exploiter tout simplement. Voilà. Et on va terminer par une question qui est assez classique, effectivement, c'est l'impact performance. Voilà, nouvelle fonctionnalité ou chiffrement, qu'est-ce qu'on peut apporter à nos spectateurs là, sur cette notion d'impact performance? Alors la performance, en fait, évidemment, il y a un léger overhead, mais en fonction du matériel que vous allez utiliser, cet overhead est vraiment minime. Lorsqu'on fait des tests en laboratoire, on est inférieur à 0,5% et sur après des environnements banalisés, tout va dépendre encore une fois de l'architecture que vous avez, on va jusqu'à 2,5% d'overhead. Si en plus vous le combinez avec de la compression, on peut vraiment descendre, que vous avez moins de blocs à gérer, à chiffrer ou à déchiffrer. Et là, on peut vraiment descendre en dessous des 0,5%. Donc encore une fois, c'est du cas par cas, ça dépend des architectures et bien sûr des microprocesseurs que vous utilisez. Si vous avez des microprocesseurs ou des coprocesseurs dédiés au chiffrement-déchiffrement, ce sera quasiment indolore. C'est ce qui se passe pour les exadata par exemple. Super, merci, merci messieurs. Désolé, c'est de peu de temps pour l'échange. Voilà, n'hésitez pas à rester connectés. Nos experts vont continuer donc l'exercice de réponse aux questions, mais à l'écrit. Et donc, on retrouvera Hakim demain, vendredi 5 juillet, sur une séquence où on va se focaliser sécurisation, protection des datas dans le cadre de plateformes d'IA. Et on parlera aussi d'IA Act et de souveraineté. Encore merci à nos intervenants. Merci surtout à vous de nous avoir suivis ce matin. Voilà, très très bonne journée à vous et à très bientôt.